Allô, allô! Parlons de libéralisme politique. Donc, libéralisme comme théorie philosophique. C'est une théorie politique qui repose sur des concepts qui ont commencé à faire leur chemin dans la mentalité européenne à partir de la Renaissance. Fin Moyen Âge, petit à petit jusqu'au siècle des Lumières et jusqu'à aujourd'hui. Alors notamment des concepts tels que l'égalité entre tous les humains, la liberté de l'être humain, l'individualisme et l'humanisme. L'égalité dont on parle ici, ce n'est pas la prétention que tous les humains sont pareils, mais plutôt qu'il n'existe pas d'humain qui soit supérieur à un autre, au point d'être capable d'exercer sur lui une domination permanente sans le secours d'une convention sociale qui établit que l'humain A a autorité sur l'humain B. C'est une conception de l'égalité que vous pouvez trouver, par exemple, chez le philosophe Jean-Jacques Rousseau, ou encore vous pouvez trouver quelque chose d'assez semblable chez John Locke, ou encore chez Thomas Hobbes. Pour ce qui est de la liberté, j'ai développé sur ce concept-là dans une autre capsule, pour laquelle vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de celle-ci et que je vous recommande de regarder avant de regarder celle-ci. Et la liberté, elle est étroitement liée à l'individualisme. C'est-à-dire qu'on en vient à considérer la société comme un ensemble d'individus, indépendants les uns des autres, dont chacun a ses propres finalités et ses propres opinions. Dans son livre L'âge séculier, le philosophe Charles Taylor résume bien la conception de la société qui s'installe progressivement en Europe à partir de la fin du Moyen Âge et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La société, selon notre conception, doit être régulée de manière à ce que chacun de ses membres puisse poursuivre ses propres finalités et à ce que la poursuite des finalités des uns contribue à l'atteinte des finalités des autres. Alors, une société bien régulée est conçue comme une société qui permet la paix et la prospérité économique. Très important, la paix et la prospérité économique, ce sont les conditions qui permettent à chacun de vivre en fonction de sa conception du bien, ce qui est central dans le libéralisme. Alors, j'en viens au quatrième concept, l'humanisme. Il peut être brièvement défini comme le fait de concevoir l'humain comme la référence normative. Il n'y a rien au-dessus de l'humain. On considère désormais la morale comme quelque chose que l'humain conçoit lui-même en fonction de ses finalités et qu'il arrive à suivre par ses facultés naturelles. Examiner les deux théories éthiques dominantes depuis le siècle des Lumières, soit le déontologisme d'inspiration kantienne et l'utilitarisme, qui est une éthique conséquentialiste, vous allez constater que l'une et l'autre ramènent la morale aux finalités humaines. Les finalités humaines ne sont pas conçues de la même manière dans les deux théories. Dans le déontologisme, on parle de finalités purement morales qui sont distinctes des désirs sensibles, alors que l'utilitarisme, au contraire,
conçoit les finalités morales comme dépendant de la sensibilité. Mais dans aucune des deux théories, on ne pose l'existence de quelque chose de supérieur aux finalités humaines qui devraient guider nos actions. Et par ailleurs, le sens moral est désormais attribué à des facultés humaines naturelles. Certains, comme Kant, vont faire reposer le sens moral sur la raison. D'autres, comme David Hume ou Jean-Jacques Rousseau, vont faire reposer le sens moral sur des sentiments naturels. Mais d'une manière ou d'une autre, la capacité morale est considérée comme reposant sur des facultés humaines naturelles. En quelque sorte, la religion perd sa place. Non pas que les croyances religieuses disparaissent, non, pas du tout. Ce n'est pas ça, mais disons qu'on est passé d'une mentalité selon laquelle on avait besoin de Dieu pour guider notre conduite et de sa grâce pour devenir une bonne personne, à une mentalité selon laquelle la morale se réduit aux finalités humaines et le sens moral repose sur des facultés humaines. Revenons au libéralisme comme tel. Comme son nom l'indique, il accorde une place centrale à la liberté. Et ici, on parle de liberté politique, à distinguer de la liberté naturelle. À ce sujet-là, je vous renvoie à la même capsule que tout à l'heure, lien en dessous de celle-ci. Dans son essai de la liberté, John Stuart Mill, établit justement deux dispositifs essentiels au libéralisme, dont le premier est un ensemble de libertés et droits individuels qui représentent des limites inviolables. Le deuxième dispositif est un État constitué de représentants élus par le peuple, par les citoyens. Il existe une erreur commune selon laquelle les démocraties contemporaines reposent strictement sur la volonté de la majorité, de sorte que ce qui est voté ou voulu par la majorité doit forcément avoir force de loi. Ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il existe justement des droits individuels qui ne peuvent pas être violés, même si la majorité le veut. Une loi voulue par la majorité des citoyens d'un État libéral, mais contraire aux droits fondamentaux d'une minorité, n'est pas recevable selon les principes théoriques du libéralisme. Comme exemple concret et actuel d'application de ces principes théoriques, vous pouvez penser à l'argument de certains intellectuels libéraux qui s'opposent à la laïcité telle qu'on la conçoit désormais au Québec. La loi 21, qui interdit aux fonctionnaires en position d'autorité de porter des signes religieux au travail, a beau être voulue par une majorité de Québécois, considérant qu'elle va à l'encontre de la liberté de religion, ces intellectuels libéraux la considèrent comme illégitime. Ici, mon but n'est pas d'endosser ni de contredire cet argument-là, mais simplement de m'en servir pour illustrer concrètement l'opposition qui peut survenir entre la volonté majoritaire et les droits et libertés individuels. Pour en revenir à la théorie de John Stuart Mill, il présentait précisément les droits et libertés individuels
comme un dispositif permettant de protéger les minorités contre une éventuelle tyrannie de la majorité, ou encore protéger la société contre une éventuelle tyrannie d'un groupe plus actif que les autres pour faire valoir sa conception du bien. C'est donc, je le répète, un élément essentiel du libéralisme de considérer que chacun doit être libre de vivre selon sa propre conception du bien. Ni l'État, ni la société ne doit imposer une conception du bien à l'individu. L'importance accordée à la liberté ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de limite. Selon la théorie de John Stuart Mill, la liberté doit être limitée par le principe de non-nuisance, harm principle en anglais. J'y consacrerai une prochaine capsule.